Bonsoir tout le monde. Azul Flaouane. Bonsoir tout le monde. Merci d'être là pour ce nouveau café littéraire de l'impondérable. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le grand plaisir de recevoir mon ami Athman Mazouz, le président du RCD. Il a eu la gentillesse d'accepter notre invitation. Donc, on va essayer de voir un peu la situation en Algérie, lui qui est sur le terrain et qui défend les valeurs démocratiques. Assini, on va ici. Bienvenue au Café littéraire de l'impondérable. Azul, merci pour l'invitation. Bonsoir tout le monde. Je suis très content de me retrouver ici en France avec mes compatriotes, justement pour aborder les questions, mais aussi tout ce qui tient à cœur à notre diaspora. Très bien, merci. Alors, récemment, donc, tu as fait un meeting ici à Paris. Je voudrais que tu nous dises tes impressions par rapport donc, au retour, au débat qu'il y a eu dans la salle. Je disais tout à l'heure que j'étais très content justement que cet événement ait lieu d'abord ici à Paris. Ça faisait partie justement de notre agenda en tant que parti politique, juste pour vous dire que nous avons institué au sein du parti des instances dédiées. Une dédiée à l'immigration, une dédiée à la jeunesse, l'autre dédiée aux femmes progressistes. Et il y a aussi un institut qui devrait être installé bientôt, l'Institut des progressistes, où nous inviterons l'essentiel, en fait, ceux qui peuvent aider justement à la formation, à intégrer cet institut-là. Ben voilà une bonne nouvelle, parce qu'effectivement, les militants de toute tendance manquent de formation. Alors, je voudrais que tu nous dises un peu la situation actuelle en Algérie. Donc, on a une image un peu où c'est la terreur qui domine, mais peut-être que nous nous trompons, je ne sais pas. Alors, toi qui vis là-bas, qu'est-ce que tu peux nous dire rapidement sur la situation politique et sociale de l'Algérie aujourd'hui? En fait, de notre temps maintenant, rien n'échappe aux Algériens à travers au monde entier, notamment à l'ère des réseaux sociaux, où effectivement on est au courant de tout ce qui se passe partout dans le monde, et notamment en Algérie. Il y a aussi encore des militants qui sont là à communiquer, malgré justement la terreur, comme vous le dites, la peur, mais aussi la fermeture des espaces d'expression, d'organisation. Et je voudrais revenir justement à notre cas en tant que parti politique. Nous avons beaucoup bataillé, nous avons beaucoup subi. Il y avait des arrestations, il y avait des intimidations, mais aussi beaucoup de nos militants ont été pourchassés, pour certains emprisonnés, d'autres jusqu'à ce moment-là sont encore harcelés par la justice, mais aussi par les services qui les harcèlent constamment. Et maintenant, effectivement, il faudrait chercher la meilleure des manières de faire face à cela et de diminuer cette pression-là sur notamment ceux qui sont dans le pays. Je sais que, y compris dans notre diaspora, on subit énormément. On subit énormément, et d'ailleurs pour certains, ils n'arrivent même pas en fait à jouir de leur liberté de circulation. Chose que nous dénonçons à chaque fois, chose que nous disons à chaque fois qu'il est hors de question d'accepter ce genre de comportement. Aujourd'hui, vous le constatez à chaque fois, un immigré qui rentre au pays, il va tout le temps penser est-ce qu'il va pouvoir revenir et retrouver son travail, retrouver sa famille. Et ceci est vraiment gravissime dans un pays qui se dit un pays démocratique, or que dans les faits, tout est fait pour casser justement cette liberté-là et casser aussi les ressorts
associatifs, les ressorts partisans, tous les ressorts en fait qui sont là à militer pour à militer et à travailler pour qu'il y ait plus d'ouverture, pour qu'il y ait plus de démocratie dans notre pays. Tout à fait. Alors le RCD semble être aujourd'hui le seul parti d'opposition. Alors, où sont passés tous les partis de l'opposition, même si parfois on peut mettre des guillemets? Comment est-ce qu'on est arrivé à cette situation? Vous savez, le pouvoir a tout le temps fait justement pour casser les partis. D'abord, justement, à chaque fois, je le disais effectivement que nous sommes actuellement avec des partis politiques, pour l'essentiel, ils sont soumis. Pour l'essentiel de la classe politique, nous avons une classe politique, il faut le dire, il faut oser le dire, nous avons des politiques qui sont trop égoïstes, qui ne pensent qu'à eux-mêmes, qui ne pensent pas réellement aux soucis du citoyen. Et ceci, il doit changer. C'est vrai qu'au sein du RCD, heureusement d'ailleurs, que nous avons pu sauvegarder cet outil-là de lutte, que nous avons pu le préserver, parce que juste après le dernier congrès, tout a été fait. Tout a été fait, y compris le RCD, pour le contrôler. Et en fait, les différents services, l'administration et tout ce que le pouvoir a comme moyen ont été utilisés pour nous empêcher justement de préserver cet outil de lutte-là, de préserver le parti et de garder son autonomie. Aujourd'hui, un parti qui n'a pas son autonomie de décision est un parti qui ne pourrait que dire oui à tout ce qui vient du gouvernement et à tout ce qui vient des autorités. On parlait en privé tout à l'heure de cette élite algérienne qui malheureusement n'arrive pas à être autonome, n'arrive pas à être audacieuse, n'arrive pas à s'opposer, ne serait-ce que de par les idées, aux idées du régime en place qui a montré ses limites, malgré les discours triomphants qu'il fait parfois, comme un certain discours d'avant-hier. Alors cette élite, est-ce qu'il y a moyen de la faire venir au RCD aujourd'hui? En fait, les portes du RCD ont tout le temps été ouvertes pour justement être le réceptacle, être en fait cet îlot de résistance, cet îlot d'expression libre, et nous faisons tout pour que cette élite nous rejoigne. C'est vrai qu'aujourd'hui en Algérie, l'essentiel de l'élite est des missionnaires. Il faut le dire clairement. Aujourd'hui, moi je me dis que ici dans la diaspora, je me retrouve beaucoup plus avec une diaspora organisée, avec des différents collectifs qui sont là à militer. Et j'étais très content de me retrouver d'ailleurs lors du meeting avec plus d'une quinzaine d'organisations qui intervenaient et qui sont encore là à militer pour qu'il y ait un changement dans notre pays aujourd'hui. Moi, je me réunis des fois avec les chefs de partis politiques, mais pour l'essentiel d'entre eux, ils ont peur. Vous savez, il m'est arrivé de rencontrer des chefs de parti à la rédaction d'un communiqué. Ils font tout pour que n'apparaisse pas le mot répression, dénonciation. Et ceci, c'est grave pour un parti politique qui se dit démocratique, qui se dit là pour militer pour le changement et être aux côtés des citoyens. Les citoyens aujourd'hui sont perdus, ils sont laissés dans leur... En fait, les partis politiques ne font plus le travail qu'ils sont censés faire. Être à l'avant-garde, être là pour justement prendre les revendications des citoyens et militer pour que ces revendications aboutissent. C'est la même chose aussi du côté des médias. Comment se fait-il aussi que les médias en Algérie, subitement ou bien progressivement, ont perdu leur temps de liberté? Vous savez, les médias, c'est aussi ils sont aussi dans le même cas. Hein. L'essentiel des médias en Algérie ne viennent même pas couvrir les activités du RCD. Nous sommes le seul parti à organiser des rencontres, débats et à donner la parole aux citoyens.
Mais les médias ne viennent jamais couvrir. C'est les rares médias qui osent encore le faire. Je me souviens de Radio M qui nous a invités. Et d'ailleurs, j'ai rencontré à sa sortie Qadi Hassan, qui lui-même aussi disait qu'il ne reste plus rien de la presse, ni de la presse écrite, ni des médias audiovisuels. Et une société qui se ferme sur ça est une société condamnée en fait à se perdre. Aujourd'hui, l'essentiel de l'opinion nationale, elle est travaillée à travers l'extérieur. Et c'est très gravissime, parce qu'il y a des youtubeurs qui influencent, et des fois, c'est des youtubeurs qui sont généralement aussi instrumentalisés pour casser. Et je le vois ici, y compris ici en France, où la diaspora, on a beaucoup subi. Je vois par exemple certains youtubeurs, au lieu d'être aux côtés de ceux qui revendiquent, de ceux qui luttent, de ceux qui marchent et revendiquent dans la rue, ils sont là à casser. Nous-mêmes, nous avons subi. Je me souviens, je suis venu l'année passée pour participer à la fête de l'humanité, et puis le lendemain, une vidéo circule pour nous dire que nous avons été dans des cabarets, en fait, ils nous ont traités de tous les noms d'oiseaux pour pouvoir nous casser. Et le média qui avait relayé ça était un média contrôlé au sommet de l'État. C'est pour vous dire que tout est fait. Lorsqu'on voit comme ça des partis politiques ou des politiques qui osent dire la vérité, ils font tout pour les casser, soit à travers leurs médias soumis, mais aussi à travers l'appareil judiciaire qui est souvent instrumentalisé. Aujourd'hui, nous avons une justice complètement aux ordres, et d'ailleurs, elle nous a fait subir énormément. L'essentiel de nos cadres sont tous passés par la case commissariat. La dernière action que nous avons faite, c'était à Iferi. On s'est retrouvé une quarantaine de militants du parti dans les commissariats et dans les brigades de gendarmerie. C'est pour vous dire que ce n'est pas facile. C'est vrai que être militant, ça doit vous amener à résister, ça doit vous amener à faire preuve de détermination. Et c'est ce que nous demandons d'ailleurs à tous les militants, mais aussi à la classe politique algérienne. Aujourd'hui, la classe politique algérienne, elle gagnerait à se libérer. Absolument. Alors, on a dit fermeture du champ politique, fermeture du champ médiatique, et puis isolement à l'échelle internationale. Le régime algérien est aujourd'hui isolé. Est-ce que ces trois facteurs ne sont pas un grand danger pour le pays? Le pays est dans le danger depuis, en fait, de longues années. Un pays qui ne respecte pas le suffrage universel. Un pays qui ne tolère pas la liberté pour ses citoyens, la dignité, de vivre dans la dignité pour ses citoyens, est un pays certainement qui est condamné justement à vivre justement à vivre difficilement dans un environnement que vous dites justement hostile. On a maintenant effectivement l'Algérie, que ce soit dans son environnement immédiat, mais y compris dans son environnement international. Nous sommes un pays complètement isolé. Et il y a des menaces sérieuses, y compris à nos frontières. Aujourd'hui, j'ai appris avant-hier que les troupes russes qui étaient stationnées en Russie ont été déplacées vers la Libye. C'est pour vous dire qu'il y a un repositionnement que nos politiques, que nos gouvernants ne saisissent pas. Il faudrait qu'ils fassent attention. Et un gouvernement fragilisé, un État fragilisé, va certainement vivre dans l'incertitude et dans le danger permanent. Et il y a aussi la misère sociale que beaucoup de gens ne racontent pas, hein, que ce soit le régime et même l'opposition entre guillemets.
Aujourd'hui, il n'est pas facile de se soigner en Algérie, n'est-ce pas? C'est une réalité, il faut juste rappeler ce qu'a vécu récemment, il y a 2-3 mois, la ville de Timimoun, avec l'apparition de certaines maladies qu'on a cru disparaître, ça fait des années. Mais pire que ça, effectivement, vous parlez de la situation sociale des Algériens. Aujourd'hui, les Algériens peinent justement à subvenir au minimum pour vivre décemment. Vous savez que dans le monde, lorsque vous vivez à moins de $30, la journée, vous êtes considéré comme étant un citoyen qui vit dans la pauvreté. Et ceci est très grave. Hein. En fait, pour nous, par exemple, une famille qui a 5 personnes, est-ce qu'elle peut vivre avec ces $30? Il y a beaucoup de gens qui ne travaillent même pas, qui n'ont même pas de rentrée, n'est-ce pas? Exactement, le chômage justement pousse beaucoup de nos jeunes. Et d'ailleurs, je retrouve énormément de jeunes aujourd'hui ici en France qui sont là, acquittés par des embarcations de fortune et venir ici pour chercher à vivre décemment, mais aussi ces jeunes-là ne viennent pas ici seulement pour avoir une meilleure situation sociale. Il y a aussi la question des libertés. La plupart des citoyens qui quittent maintenant le pays, ils le quittent parce qu'il y a le musellement des libertés. Il y a une terreur qui est exercée sur les citoyens, sur les Algériens. C'est pour ça d'ailleurs, la plupart, j'en vois, y compris actuellement, la classe moyenne, elle a complètement disparu en Algérie. Et ceux qui vivaient décemment à un certain moment, aujourd'hui, ils préfèrent venir en Espagne, venir en France, et aller au Canada et aux États-Unis, que de rester vivre en Algérie avec, avec des salaires de misère. Hein. Absolument. Merci, Président. Alors, je vais donner la parole à la salle, comme ça vous allez rebondir, on peut se tutoyer d'ailleurs, il n'y a pas de souci, à travers les questions de nos amis dans la salle. Alors, les questions et remarques, l'idéal c'est qu'elles soient courtes et précises. Merci d'avance. Bienvenue, marhaba ici au café littéraire de l'impondérable d'Ihmatullah Youssef Ziren, un café littéraire tout là quasi légendaire, dans un pays où la misère est criarde, qu'elle soit sociale ou intellectuelle. Le RCD s'est démarqué ces dernières années sous Mohsin Belabbas et maintenant sous votre présidence. Et vous êtes, pour revenir à ce que disait Youssef tout à l'heure, le principal parti d'opposition. Même les perspectives sont assombries dans ce pays. Vous êtes devenu un parti d'espoir. Y a-t-il encore de l'espoir? Alors, vous savez très bien qu'un parti politique qui n'a pas d'espoir est condamné à disparaître. Hein. C'est parce que justement nous sommes des politiques, on est là à faire tout pour donner de l'espoir aux citoyens, notamment ceux qui sont dans le pays, mais aussi pour notre diaspora. Il est important justement, comme vous le dites, de donner cette lueur d'espoir aux Algériens pour qu'ils puissent espérer vivre un jour pleinement dans la liberté et dans la dignité. Et nous, en tant que parti politique, comme vous le dites, effectivement, moi je ne me réjouis pas que nous soyons seuls. Hein. Je ne veux pas que nous soyons seuls à avoir raison, que nous soyons seuls à être présents sur le terrain. Je voudrais bien que d'autres formations, que d'autres partis politiques soient là à nos côtés, parce que seuls nous ne pouvons pas aller loin. Et nous avons tout fait en tant que parti politique pour justement regrouper les forces démocratiques dans le pays.
Et dommage que ça n'aboutit pas. Je disais tout à l'heure qu'il y a trop d'égoïsme. Les partis politiques actuellement ne regardent que leurs propres intérêts. Ils se sont complètement détachés de la réalité de ce que vivent les Algériens. Les Algériens vivent aujourd'hui des difficultés énormes. Ici, les partis politiques qui sont censés les défendre ne le font pas. Je vois que, y compris pour nous en tant qu'RCD, pourquoi exister? Il y avait un moment où ils ont tout fait pour justement nous interdire de sortir, nous interdire d'activer, nous interdire de nous organiser. Et je me souviens nous avons passé une année sans conformité d'agrément. Ils ont tout fait pour nous interdire de se réunir. Il a fallu qu'on se tienne notre réunion de conformité à l'intérieur du siège. Et la justice avait tout fait pour interdire justement à ce que le huissier de justice qui est censé en fait valider la conformité de cette réunion-là vienne. C'est pour vous dire, ils étaient là foncièrement pour interdire l'activité, faire disparaître le RCD. Et nous avons résisté. Je suis allé jusqu'à leur dire, en prenant l'agrément, en leur disant, si c'est ce bout de papier-là que vous voulez, eh bien prenez-le. Nous allons continuer à nous battre. Personne ne nous arrêtera, parce que nous sommes dans notre droit. Et puis vous ne gagnerez rien à avoir le RCD militer dans la clandestinité. Nous avons choisi de militer dans la légalité et nous allons continuer sur cette voie-là. Merci. Azul Flawan, salam alaikum, c'est Belad Jamer. Bon, la question que je vais poser, je pense que je l'ai posée le jour de la conférence, peut-être pas dans les détails, mais je vais essayer de la préciser parce que j'ai pas eu de réponse ce jour-là, comme il y avait beaucoup d'exposés, beaucoup de questions. Moi, mon but et ma question va dans l'opposition, réunir l'opposition. Comment réunir l'opposition? Parce que la dernière fois vous avez parlé de ça, il y a quelques personnes qui ont parlé de ça aussi. Aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui disent que le pouvoir est fort. Moi, je dirais que c'est l'opposition qui est faible, contrairement au pouvoir. Ça, c'est un. Et j'ai parlé avec beaucoup de gens ici, par exemple, dans la diaspora, ici en France. Et même, je fais partie des quelques groupes WhatsApp à l'international, même en Europe. Et c'est tout le monde, j'ai parlé presque avec beaucoup vraiment de militants, c'est tout le monde qui dit la même chose. Il faut l'union. Il faut l'union, il faut l'union. Je vous ai entendu dire d'ailleurs même la dernière fois ce mot. Mais le problème, quand on passe à l'action, chacun veut cette union, mais qu'on le suive, que les gens s'unissent à lui. C'est pas l'union. Venez chez moi. Et à chaque fois, c'est une question d'ego, de prendre la tête, le chapeau, le leadership et tout. Alors ma question, elle se dirige directement à vous, autant que Atman Mazouz. Et je dirais peut-être, vous pouvez aussi me répondre, autant que président, parce que je sais que la dernière fois, vous avez dit que certaines décisions passent par le conseil. Alors directement à vous, autant que Atman Mazouz, si vous voulez, même président du RCD, ou Atman Mazouz autant que personne, on prévoit pour février par exemple pas conférence pour tout le monde, mais un genre de meeting vu pour les militants de tout bord. Quand je dis de tout bord, ça veut dire le passé va appartenir à la justice algérienne qui sera indépendante, qui va juger ce qui était du passé. Aujourd'hui, il y a des militants politiques qui sont des Algériens, des musulmans, il y a des athées, il y a des chrétiens, il y a peut-être des gens qui ont d'autres religions et tout, mais ils sont dans la frontière algérienne. Ils ont le droit de militer comme tout le monde. Et est-ce que Atman Mazouz, en tant qu'Atman Mazouz, le président du RCD, est prêt par exemple à s'asseoir avec ses militants de tous bords pour le bien-être et pour un projet politique, pour
pour l'Algérie. Je précise juste un petit détail. Quand je parle de ça, ça ne veut pas dire qu'on va faire un seul groupe, par exemple, ou une seule équipe qui va partir travailler, on travaille ensemble, il y a un chef, non, peut-être il va y avoir 2-3 groupes et tout, mais au moins qu'on ait un seul objectif, c'est le pouvoir là en place, ça veut dire c'est notre adversaire, moi je dis pas ennemi, c'est notre adversaire. De deux, c'est qu'on puisse à la fin par exemple, de temps en temps, se parler, s'unir, parler entre nous, chacun comment il a avancé. Voilà, c'est ma question. Je ne sais pas si elle est claire ou... Oh, elle est claire, juste, je voulais juste revenir sur justement le début de votre question, en disant qu'effectivement lors du meeting, on n'a pas eu assez de temps, c'était limite, c'était 18h, il fallait remettre les clés de la salle, mais sinon on aurait pu discuter en fait jusqu'à minuit, c'est pas un problème du tout. Maintenant, sur cette question-là des militants de regroupement des forces politiques pour chercher une issue à la crise profonde que vit notre pays, moi je suis d'accord hein, pour me réunir hein, avec cette personne, avec ces partis, pour peu que en fait les principes démocratiques soient respectés, les idéaux démocratiques soient respectés. Nous ne voyons aucun problème à cela. Et nous sommes déjà réunis avec d'autres forces politiques en Algérie. C'est vrai que ça n'a pas abouti parce que vous le disiez, comme vous le disiez tout à l'heure, il y a ce problème-là d'ego. Il y a aussi le problème d'agenda. Bien avant l'élection présidentielle passée, on a sillonné presque l'essentiel de la classe politique avec laquelle nous avons échangé, discuté, mais arrivé l'élection, ils ont changé complètement. C'est comme si il faudrait aller sans préalable, aller sans garantie que ce scrutin-là ait lieu dans la transparence. Ça c'est gravissime que des chefs de partis politiques aillent vers une élection où sa voix ne sera même pas respectée. Il ne pourra même pas s'assurer, justement, que sa voix lui soit destinée. On a vu comment s'est déroulé. Le message de septembre passé, de l'élection passée, était un message extraordinaire. Trouver 90% des Algériens tourner le dos à cette supercherie électorale est un gain, est une victoire inestimable. Vous disiez que le pouvoir, certains disaient que le pouvoir est fort. Le pouvoir n'a jamais été aussi fragile comme aujourd'hui. Il est isolé, il n'a aucune base sociale. Le peuple lui a tourné complètement le dos. En dehors de quelques clientèles, il n'a plus personne avec lui. Je le constate. Bien avant que cette élection-là ait lieu, j'ai eu à discuter avec pas mal de politiques, avec pas mal d'acteurs, en leur disant que ce scrutin-là va connaître un boycott massif qu'on n'a jamais vu par le passé. C'est vrai que celle de 2019, le pouvoir a joué sur la singularisation de la Kabylie. Il a tout fait pour isoler la Kabylie, pour amener les autres régions à aller voter. Et ça s'est passé ainsi. Et c'est pour ça d'ailleurs que je dis, cette fois-ci, je vois que partout dans le pays, tous les territoires du pays a tourné le dos à cette élection-là, a tourné le dos à ce pouvoir-là. Et c'est pour ça qu'il est dans un malaise inexplicable. Il est actuellement sérieusement isolé et il a compris qu'il est isolé. Le discours de Tebboune, juste après l'élection, est révélateur justement de la gêne qu'ils ont. Il savait pertinemment, lorsqu'il avait appelé au dialogue, c'est parce qu'il sait que les Algériens ont complètement tourné le dos à sa politique. Ils ont appelé au dialogue. Eh bien, tant mieux. Et nous l'avons revendiqué bien avant. Ils nous seront partie prenante de ce dialogue-là, pour peu que nous soyons associés. Et toutes les questions que nous abordons avec vous, nous allons les aborder sans gêne. Youssef.
Monsieur le Président Ahmed Mahzouz, c'est un plaisir de vous voir en France. Voilà, je voudrais poser la question par rapport aux prisonniers. Est-ce que vraiment demain il va les relâcher ou pas? Est-ce que ce n'est pas une combine qu'il avait préparée pour encore ramasser tout ça? Et puis par rapport au Hirak, d'après la révolution, est-ce qu'elle va reprendre ou pas? Voilà. S'agissant des prisonniers politiques et des prisonniers de la libération des autres prisonniers, je crois que ça a été annoncé, certainement ça va aboutir. Hein. Moi je ne doute pas hein, que les personnes annoncées comme libérables vont être libérées, c'est clair. Maintenant, s'agissant du Hirak, c'est vrai que la répression a tout fait pour casser le Hirak. Et c'est une réalité aujourd'hui. Vous ne pouvez pas sortir, revendiquer, y compris un travailleur ne peut pas sortir dans la rue pour revendiquer ses droits fondamentaux, ses droits syndicaux. Il n'y a pas très longtemps, des syndicalistes ont manifesté et tous ont été arrêtés et conduits dans les commissariats. Et ils sont encore sous le coup de poursuites judiciaires. C'est pour vous dire que la répression a été tellement féroce que le citoyen aujourd'hui a peur de sortir. C'est une réalité. Vous savez comment ils se sont conduits tous, comment ils ont cassé le Hirak, ils se sont d'abord cassés, en fait attaqués à la femme dans les rues. Et vous savez tous que la femme a été d'un apport très important dans la mobilisation des Algériens. Lorsque la femme sort, elle ramène ses enfants, le mari la suit, et c'est ainsi que ça a créé des déferlantes de mobilisation. Et lorsqu'ils se sont attaqués à la femme, ils savaient que ça va aller vers la démobilisation de la société. C'est une réalité. D'ailleurs, je me suis, une fois, j'avais réagi, j'étais secrétaire national de la communication du parti, j'avais condamné à travers un communiqué. Eh bien, j'ai subi des poursuites judiciaires. Rien que pour la déclaration, j'ai écopé dans un premier temps d'1 année de prison ferme. Et après cassation, j'ai fini par être acquitté. Et il y a d'autres, j'en ai une autre aussi poursuite judiciaire. J'en ai fait cassation. Les deux, elles sont au niveau de la Cour suprême. C'est pour vous dire que un homme politique, il peut oser. Il y a tout le monde qui regarde, mais le simple citoyen qui est dans son coin, c'est difficile. Vous savez, moi j'ai sillonné le pays. J'ai été dans plusieurs tribunaux. Vous savez, on a des militants, des cadres du parti, accusés d'appartenance au MAC et à Rachad. Appartenance au MAC, c'est un chaoui, à Batna, d'un chaoui. Et on lui colle appartenance à la Kabylie, mais il n'est pas Kabyle. Comment l'accuser d'appartenance à un mouvement en Kabylie? Et c'est le cas aussi de membres du Conseil national du parti qui ont été condamnés pour appartenance à Rachad et pour appartenance au MAC. Et, dernièrement, c'était un enseignant, un directeur d'école. Il n'est même pas kabyle, il est constantinois. On le poursuit pour l'appartenance au MAC. C'est pour vous dire que c'est de la folie. Il y a de la folie dans leur agissement, dans leurs agissements. Et c'est pour ça qu'il faudrait que les gens résistent, continuent à résister. Et c'est ainsi que nous faisons, nous, au sein du parti. Je vois beaucoup de militants ici du RCD. Ils sont actuellement installés ici en France. Ils sont accusés d'appartenance au MAC. Or que le RCD, c'est clair. C'est un parti légal. C'est un parti qui dispose d'un agrément. Il a un programme. Vous n'avez qu'à lire ce qui est écrit dans notre programme. Nous sommes pour la régionalisation. Nous sommes pour des parlements régionaux. Nous sommes pour des gouvernements régionaux. Mais
nous ne sommes pas pour l'indépendance des territoires. Et nous le disons et nous l'assumons clairement. Et ce n'est pas parce que aussi d'autres acteurs politiques revendiquent autre chose et qui sont poursuivis que nous ne pouvons pas les soutenir. La liberté de parole, la liberté d'initiative, elle doit être défendue par tous les moyens. Oui, bonjour. J'ai deux questions à poser. La première, tout à l'heure, vous avez parlé des élections truquées. Moi, je voudrais savoir si tout le monde sait que les élections sont truquées. Pourquoi vous participez et pourquoi les autres participent? Parce que c'est donner de la légitimité à ce pouvoir. Et la deuxième question concernant les islamistes qui prennent pouvoir sur le terrain en Algérie. Parce qu'en fait, ce qu'on voit le plus visible, on ne voit pas de parti, on ne voit que les islamistes. Actuellement, le visage de l'Algérie a complètement changé. Et merci. Merci pour votre question. S'agissant maintenant des élections, vous savez qu'effectivement, le pays n'a pas connu d'élections libres et transparentes depuis longtemps. Mais je dis qu'à chaque fois qu'il est possible d'arracher des espaces, il faut y aller. Si vous arrachez une commune, la gestion d'une commune, d'une wilaya, à ce pouvoir-là, il faut aller. Chaque tribune que vous pouvez arracher, il faut aller la récupérer. C'est notre conviction. C'est vrai que les décisions au sein du parti, elles se prennent par les instances légitimes du parti. C'est le Conseil national et toutes les élections, que ce soit la participation ou le boycott, c'est des décisions qui sont prises à l'intérieur de ces instances-là en toute liberté. Personne ne nous dicte la manière avec laquelle nous allons nous conduire. Maintenant, s'agissant de la montée des islamistes dans le pays, c'est une réalité. C'est vrai que c'est dramatique, mais le pouvoir y est pour beaucoup de choses. Vous savez, tant que l'école algérienne n'est pas libérée de l'emprise d'un pouvoir qui alimente justement cette qui alimente cette volonté d'aller vers l'islamisation de la société, on ne gagne rien. Il n'y a pas très longtemps, j'ai eu justement à aborder la question justement de l'islamisme, y compris à l'intérieur des universités. Vous savez que à l'intérieur même de l'université, il leur arrive d'organiser des cérémonies pour port de hijab. Et c'est des centaines de filles qu'on rassemble pour que ces jeunes filles mettent pour la première fois le hijab. Et ça, c'est pas bien. Ce n'est pas dans l'université que vous pouvez faire ça. Et d'ailleurs, nous les avons interpellés, nous avons condamné cela. Et la semaine d'après, le ministre de l'Enseignement supérieur a pondu une note pour interdire justement ce jour de cérémonie, ce jour d'exhibition à l'intérieur de l'université. Mais il ne faudrait pas que ce soit seulement l'université qui le dise. Il faudrait que tous les acteurs aillent dans ce sens-là, travaillent dans ce sens-là. Tant que l'école algérienne n'est pas libérée de l'emprise de l'islamo-baptisme, on n'a rien fait. Si aujourd'hui l'Algérie peine à se relever, c'est parce que l'école algérienne est sinistrée. Elle est sinistrée dans différents domaines. Elle est sinistrée d'abord par cette culture-là, arabo-islamique, qui a pris une place importante dans l'école et dans l'université. Et tant que la réforme de l'école n'est pas assumée, n'est pas menée, tant que la réforme de la justice, tant que la réforme de l'administration n'a pas abouti, le pays va continuer à sombrer et à aller dans le chaos. Une intervention.
Une question. Majid. Merci pour vos propos. C'est alléchant parfois, et parfois un peu quand même que je n'arrive pas trop à saisir. Ma question, bon, on a vu que depuis l'ouverture donc politique de 89, bon, il y a eu un espoir. Vite fait, on est tombé dans le piège de suivre les événements. Et on est en plein dedans. On suit des événements. Jusqu'au point, tous les partis, entre guillemets, d'opposition se sont pervertis. Mais le rôle de la vraie opposition, normalement, c'est de créer des événements. Il faut essayer de créer des événements, donc, comme je le disais, et rentrer dans une lutte de rapport de force. Et là, je fais une petite transition pour venir à la politique du RCD. Le RCD, il a un programme qui est, ma foi, qui n'est pas faisable dans une logique d'État-nation. Donc, il me semble, d'ailleurs, c'est bien que vous faisiez une sorte disons, de paradigme s'appuyant sur disons, un État unitaire régionalisé, comme vous l'appelez, mais vous n'en parlez pas assez. Ça, il me semble, c'est une politique, je pense, assez nouvelle, hein, assez nouvelle dans le paysage politique en Algérie. Et pourquoi bon sang, je dirais bon sang, pourquoi à chaque fois on pose des idées comme celle-là et on les laisse, on les avance pas correctement. C'est le cas du FFS aussi, hein. Le FFS aussi a posé le problème de la régionalisation, tout ça. Mais on laisse tomber, en quelque sorte on se dépersonnalise, on oublie sa vraie identité. Mais une opposition, ma foi, il faudrait se tenir à son identité. Vous voyez? Donc, à quand, ma question, à quand le RCD va revenir, enfin va venir à ce projet assez novateur, assez nouveau pour la politique algérienne, donc vers une sorte de fédéralisme, parce qu'on a tendance à confondre un fédéralisme, un État fédéral sans de la division. Il n'y a pas de... S'il y a un sentiment national dans un système fédéral, il n'y a pas plus nationaliste que les Américains. Donc essayez, il ne faut pas être frileux. Il faut y aller dans ce sens. Et là, je pense, il me semble, moi qui suis porté un petit peu sur ces questions-là, la Kabylie peut-être, vous allez probablement, je ne dirais pas la récupérer, mais elle va vous suivre. Merci. Merci. Je voudrais être bref sur cette question-là. Vous savez, cette idée de régionalisation a tout le temps été défendue par le RCD et partout, dans tout le territoire national. Et je voudrais juste vous rappeler qu'on a eu à organiser une université d'été, et on a eu à organiser 2 universités d'été où ce thème-là a été un thème central dans la formation. Nous avons eu à organiser une université d'été à Batna. Et cette question a été défendue, y compris par ceux qui sont dans les ORES. Nous invitons, y compris des personnes, mais aussi des militants qui sont en dehors du parti. J'ai été à Tamarasset, où j'ai réuni des militants venus de Ingizem, Tinzawatin et autres. Cette question, ils la défendent mieux que quiconque. Ça prend sérieusement
au sein de la société. Le pouvoir actuellement qui parle à chaque fois de décentralisation. Il va aller impérativement vers ça. Nous avons un pays très vaste. Nous avons un pays qui fait presque, comment dirais-je, un continent, un pays continent. Et qui ne peut pas être géré à partir d'Alger. Il faudrait accorder plus de prérogatives aux régions. Et je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes pour des parlements régionaux. Nous sommes pour des gouvernements régionaux. C'est vrai que les départements régaliens doivent rester gérés au niveau central, comme l'armée, les affaires étrangères. Et ceci a tout le temps été revendiqué par le RCD. À aucun moment nous avons laissé cette question-là de côté. Et aujourd'hui, nous sommes suivis, y compris par les autres partis politiques qui parlent à chaque fois de décentralisation. Et je suis convaincu qu'avec le temps, nous y parviendrons. Nous allons y parvenir à cette question-là. Parce que le pays ne peut pas être géré de manière centralisée comme il est géré actuellement. Excusez-moi de revenir, parce qu'il y a une question qui a été posée la dernière fois par Hamid par rapport aux élections, Chalel, et maintenant aussi, vous avez donné la réponse que si vous pouvez, le RCD peut prendre une commune, ben, il va y aller aux élections, quels que soient les résultats, ou par exemple ce que met le système en place. Alors, sachant que c'est vrai que, comme vous l'avez bien précisé la dernière fois, que le parti, le RCD ou un parti politique est là pour prendre le pouvoir. Oui, dans un pays démocratique. Il est là pour prendre le pouvoir. Et, sauf qu'en Algérie, on sait très très bien que les enjeux, ils sont faits à l'avance. Quelles que soient les élections, quelles que soient, surtout quand ça va dans le Parlement ou les présidentielles et tout. Est-ce que c'est pas le mieux, par exemple, de continuer, c'est pas de faire appel à M. Boycott, mais de continuer dans le boycott jusqu'à exiger, mais vraiment de ce système, ce qui est des assurances, ce qui est à préparer avant d'arriver à la boîte, c'est de préparer le chemin pour que quand on met X dans la boîte, on va voir X le soir, quand on met Y, on va voir Y le soir, et ça avec une pression peut-être populaire. Vous venez de dire que quel que soit le temps, on y arrivera. Alors, pourquoi pas ça, par exemple? Pourquoi pas ça? C'est quel que soit le temps que ça va prendre, c'est qu'on y arrivera. C'est d'essayer à chaque fois peut-être qu'il y ait après résultat des élections et voir les résultats. Par exemple, les 5 ans du mandat de Tebboune, on a vu le résultat pendant les 5 ans et on sait on va aller aussi avec cette catastrophe que vit l'Algérie. Et d'approcher tout le temps peut-être les citoyens un peu partout sur le territoire et de faire comprendre aux gens que les élections dans cette situation ne mènent à rien du tout. Alors est-ce que vous continuez toujours à y aller dans le processus que propose le système? Vous venez de dire que aussi s'il y a une commune à prendre, vous prenez une commune, vous prenez une wilaya, et qui donne par exemple, si le système par exemple, vous faites une politique contraire au système, il vous ferme le robinet, c'est le RCD qui va être discrédité. Parce que le peuple, il sait que c'est le RCD qui gère la commune, c'est pas le système. Alors est-ce que peut-être, ma question, le mieux c'est de continuer dans cette pression du boycott, ou, comme vous l'avez dit, c'est d'y aller, quelle que soit la situation, d'aller aux élections. Merci. Vous savez, cette question-là des élections a souvent été discutée dans le parti, y compris avec les autres formations politiques. Vous savez, si nous parvenons à mobiliser les 90% des Algériens qui ont tourné le dos à la dernière mascarade électorale, nous allons arriver au changement. Maintenant, la question de participation ou de boycott, je vous l'ai dit, elle sera traitée et discutée dans les instances du parti. Vous savez, j'aime pas le rappeler, vous savez, le fils, les années 90, c'est vrai qu'il y avait un climat de colère aussi, mais le fils, malgré toute la répression qu'il avait subie, malgré
que sa direction a été étêtée. Il y avait Ali Belhadj et l'autre, comment il s'appelle, Bassim Adeli, qui était en prison. Ça n'a pas empêché Hachani d'aller vers les élections. Et vous avez vu le résultat. Aujourd'hui, le pouvoir est fragilisé. Il n'a aucune base sociale. C'est ce que je demandais la dernière fois, lorsqu'on se réunissait comme ça avec les autres chefs de partis politiques. Saisissons cette force-là du Hirak, impressionnante, pour pouvoir imposer le changement. C'est possible de le faire. S'il y avait des concessions de part et d'autre, de la classe politique, s'ils avaient voulu réellement, on était ouvert pour discuter, y compris dans des candidats uniques, pour évacuer complètement le candidat du pouvoir, quelle que soit la personne qui sera candidate, avec un tel poids, avec une telle mobilisation, nous allons y parvenir. Et c'était l'égoïsme, comme vous le dites tout à l'heure. C'est parce que nous avons une classe politique trop égoïste. Qui n'a pas là, qui n'a pas Sénégal. Et non. Si vous me permettez, je rajoute juste. Oui, allez-y. Si vous permettez. Oui. Ça va normalement, non? Vas-y, allez-y. Par rapport, puisque vous avez évoqué le Hirak, cette masse, je ne vous cache pas, je vous le dis en face, je vous ai beaucoup critiqué, pas vous en tant que personne, mais le RCD et d'autres partis. Hein. J'ai dit, au lieu que tous ces partis politiques s'unissent pour créer une force politique à part, puisqu'il y a une force populaire sur le terrain, on veut pas, on ne pourra jamais organiser le Hirak, comme disaient certains, parce qu'on ne peut pas organiser 10 000, plutôt 1 million de personnes. Alors comment organiser 30 ou 20 000, plutôt 10 millions ou 15 millions ou 30 millions de personnes de tous bords? Il y a des laïcs, il y a des islamistes, il y a de tout. Alors je disais pourquoi cette force politique, par exemple comme votre parti, à l'époque c'était Mohsin et d'autres, on était même en contact avec Mohsin à un moment donné. Ils ne font pas une force politique à côté pour proposer une alternative ensemble au peuple, et le peuple, dès que cette force à côté fait ça, ben, le peuple y suivra. Alors ma question, même si vous n'étiez pas à l'époque président quand il y avait cette masse, qu'est-ce qui a fait que vous n'avez pas pu, peut-être, le mot est grand, vraiment, prendre le dessus, c'est pas vraiment le cas, mais je ne sais pas si vous comprenez, parce que le mot est énorme, de prendre le dessus. C'est pas prendre le dessus, c'est qu'est-ce qui a fait que vous n'avez pas pu, par exemple, y arriver à peut-être à organiser ou à proposer quelque chose ou suivre ce que a demandé le peuple à cette période-là. Vous n'étiez pas président, mais puisque vous avez évoqué cette force. Et moi, je croyais vraiment à cette force et j'attendais une force à côté. C'est pas parce que j'ai pas été président que je ne pourrais pas répondre à cette question. J'ai été à la direction du parti. Vous savez, nous avons tout fait pour fédérer ces forces-là. Mais on avait en face une classe politique décrédibilisée, qui avait perdu tout crédit. C'est une réalité. Parce qu'au début du Hirak, l'essentiel de la classe politique avait tourné le dos aux millions de citoyens qui sortaient dans les rues. C'est une réalité. Nous étions l'un des rares partis politiques à constituer des carrés, à marcher aux côtés des citoyens. Et à aucun moment nous avons cherché à récupérer cet idéal-là pour nous en tant que parti. Mais ce n'est pas le cas des autres partis politiques. Les autres partis politiques, soit ils se sont tus, soit ils se sont cachés. Pour d'autres, ils cherchaient à négocier des strapontins. Mais effectivement, si nous avons été stratèges, si nous avons été intelligents, on aurait pu, justement, s'assurer que cette masse-là accompagne la classe politique qui veut un changement dans ce sens. Mais c'est dommage. C'est dommage tout simplement parce que, je le disais tout le temps, que nous n'avons pas de politique éclairée.
Et c'était pas facile aussi du temps du Hirak hein, de le faire. Peut-être aussi que l'élite en dehors des partis n'a pas été à la hauteur. Hein. C'est normalement à elle d'aller vers l'essentiel. On prend 2 petites questions et on termine le débat. En réalité, moi j'ai été sur le terrain avant les élections présidentielles. Donc j'ai été voir d'abord Assoul. J'ai beaucoup discuté avec elle et je me suis dit, tiens, c'est peut-être une possibilité de présenter un candidat unique. Je l'avais déjà donc, suggéré en 2017, quand on se réunissait ici en France, d'avoir un candidat unique. Donc, entre-temps, je me suis dit, je vais aller voir un peu les têtes de liste, les gros politiques. Donc, j'ai vu Bouchechi, j'ai vu Tabou, j'ai vu Dali Askeri, j'ai vu Blabès. Tous étaient contents. Je dis donc, au fait d'abord, il faut être honnête, je pensais qu'ils avaient plus peur de moi parce que comme je n'ai pas été arrêté, on ne m'arrête pas. Je rentre en Algérie, j'ai eu cette chance, je ne sais pas comment, mais on ne m'arrête pas, on ne me bloque pas en Algérie. Donc, donc je me dis peut-être, ils ont peur que je sois mandaté par le pouvoir pour faire ça. Mais c'était une opportunité réelle de se retrouver tous ensemble derrière un candidat unique, et je suis sûr, le candidat que la personne serait pas, comment elle s'appelle, elle a dit, moi si quelqu'un d'autre veut venir à ma place, je laisse la place. Mais au fait, bon, malheureusement c'était, bon la question, et je vais reposer quand même une petite question, partant de cette histoire de fédéralisme. Nous sommes condamnés, l'Algérie est condamnée à passer à devenir un État fédéral, qu'on le veuille ou non. Est-ce que l'Algérie sera un État fédéral? Il faut travailler dans ce sens, c'est le mieux. Justement par rapport à cette question-là, les chefs de partis politiques que tu as rencontrés, l'essentiel de ces chefs de partis-là, avant cette élection-là, j'ai eu à les rencontrer. Lisa Hannoun, Zoubida Assoul, le FFS, je les ai tous rencontrés. Mais au lieu de discuter d'une sortie de crise et de la meilleure manière de créer un rapport de force, ils cherchaient beaucoup plus à qui sera adoubé par une partie du pouvoir. Nous leur avons dit clairement que nous ne sommes pas ici à chercher à être adoubés par tel ou tel camp. Si vous croyez sérieusement en vos forces, continuez la lutte, fédérons nos énergies pour pouvoir peser. Tout est question de rapport de force dans le monde politique. Le pouvoir actuellement, s'il est là où il est, s'il continue sur cette politique-là, c'est tout simplement qu'il a réussi à diviser la classe politique, à anéantir les ressorts de cette classe politique et les ressorts associatifs dans le pays. Il faudrait que ces partis-là se libèrent d'abord, sortent de leur soumission. C'est vrai que je n'ai pas que des amis, je dis ça. Tout simplement parce que j'ai vu ce que font ces partis politiques. Je sais que pour la plupart, ils ont des fils à la patte. Et que vous ne pouvez pas aller loin avec ces partis politiques. Allez-y. Viens le micro. C'est l'arme là. Donc, dans ce sens, je peux te dire, c'est-à-dire, on ne peut pas travailler avec la classe politique actuelle. Ce que vous dites actuellement, c'est-à-dire, c'est vérifié, on ne peut pas travailler avec la classe actuelle, politique actuelle, vu de l'intégration dans le système. Vous l'avez bien dit, c'est non. Est-ce que le problème ne se pose pas dans la rénovation, c'est-à-dire permettre à une élite
de naître, d'émerger pour qu'on puisse aller vers... Parce qu'actuellement, ce qui bloque toute forme de transition, c'est la classe politique. On n'a pas une classe politique valable. C'est ça, la société existe, elle est motivée, elle est mobilisée d'une façon ou d'une autre, mais on n'a pas une classe politique qui sait capitaliser toute cette force pour y aller vers un changement. Hormis, je ne veux pas vous jeter des fleurs, mais hormis le RCD, je ne vois pas d'autres partis politiques travailler, c'est-à-dire agir dans le sens d'une transition. Voilà, donc est-ce qu'on ne doit pas penser à l'émergence d'une élite politique qui va y aller dans le sens du changement? Merci. Je ne suis parfaitement d'accord avec ce que vous dites. C'est une réalité. Cette classe politique actuelle, je l'ai tout le temps dit, je l'assume. C'est pas parce que je ne veux pas travailler avec eux. C'est pas vrai. J'ai tout fait. Durant les 2 années de mon mandat, j'ai tout fait pour qu'on trouve des passerelles, pour qu'on aille vers un véritable rapport de force. Mais à chaque fois, toutes ces initiatives-là sont cassées. Parce que cette classe politique-là n'arrive pas, ne veut pas se libérer. Et pour la plupart, vous dites c'est l'ancienne classe politique. Je suis d'accord avec vous. Il faudrait aller vers un renouveau de la classe politique. Vous savez, la force que nous avons aujourd'hui, c'est parce que je me dis tout le temps que le parti, ce n'est pas Ahmed Mazouz, ce n'est pas Saïd Sadir, ce n'est pas Mohsin Belabès. C'est la base militante. Si vous voulez être fort et gagner en autonomie dans vos décisions, il faudrait aller vers un parti qui a un fonctionnement démocratique de ses instances. Nous terminons les questions, je suis désolé. Je donne juste l'occasion au président du RCD de faire la synthèse s'il veut, ou bien un mot de la fin, ou bien est-ce qu'on a oublié quelque chose? En fait, ça m'a fait énormément plaisir d'entendre toutes ces questions, mais je pourrais continuer la discussion jusqu'au matin, parce que ça me fait énormément plaisir. Et nous avons l'habitude, juste à l'intérieur du pays, d'associer les citoyens au débat. Nous sommes le seul parti politique qui organise des meetings et des conférences avec débat. Ça nous arrive de prendre 4-5 heures de débat. Mais à travers les messages que nous recevons des citoyens présents, nous gagnons. Nous gagnons d'abord en force. Nous gagnons en autonomie. Et c'est ce qui fait peur au pouvoir, qui cherchait à nous isoler. Pourquoi nous faisons ça? Parce que nous savons pertinemment que c'est de cette manière-là que le pouvoir ne pourra pas nous casser et ne pourra pas nous fragiliser. Et ce genre de moment-là, il faudrait qu'il se répète. Ce genre de rencontre, il faudrait que ça se multiplie. Moi, je suis beaucoup notre ami Zirem, à travers ce qu'il fait aujourd'hui. C'est une parcelle de liberté que vous gagnez. C'est une parcelle de liberté d'opinion que vous exercez à chaque moment. Ce genre de moment-là, vous n'allez pas les trouver dans le pays. L'essentiel des cafés littéraires ont été fermés dans le pays. Et lorsqu'on voit des cafés littéraires ouvrir ici, comme le fait avec brio notre ami Youssef, il faudrait l'encourager. Il faudrait multiplier ce genre de rencontres-là. Maintenant, pour terminer, j'ai dit au mot qui m'a demandé le mot de la fin, je vous dirai merci pour votre présence. J'espère que cette rencontre-là va aider à la mobilisation, mais aussi à trouver des passerelles entre nous, entre toutes les organisations présentes dans la diaspora, pour qu'on puisse échanger et créer un rapport de force. On envisage déjà, je parle sur le contrôle de notre ami Lies, qui est le président du RCD France. Nous envisageons d'organiser une université d'été à la rentrée sociale prochaine. Et nous vous invitons
à débattre. Et nous allons revenir, comme le disait notre ami tout à l'heure, à cette question centrale-là, de décentralisation, de régionalisation, de fédéralisme, à laquelle nous comptons donner plus de temps pour que cette idée prenne de l'ampleur et prenne de l'avance, parce que c'est ainsi que nous pouvons créer un rapport de force pour changer la donne dans notre pays. Et je termine pour vous dire que il ne faut pas céder, il faut résister. Si nous sommes ici devant vous, c'est parce que nous avons opté pour une résistance et pour plus de regroupement des forces démocratiques. Nous allons continuer sur cette voie-là. Personne ne nous interdira la parole, personne ne parviendra à nous casser. Moi, je suis confiant. On est passé par des moments très difficiles. C'est parce que nous avons eu cette détermination-là dans la lutte que nous y parviendrons. Et le changement, on y parviendra dans peu de temps. Je suis convaincu. Merci beaucoup. Merci Atman. Merci à vous tous. Je vous signale qu'il y a un concert de musique, de chant avec notre ami Hakim Hamish et qu'il y a possibilité aussi de dîner sur place et de fêter l'arrivée du Nouvel An ici même. Merci à vous toutes, à vous tous. Et bonne année et meilleurs vœux.